Écoutez, merci de nouveau aux personnes qui sont entrées dans ce grand auditorium il y a quelques instants de nouveau. C'est vrai que là, on va clairement rentrer dans le vif du sujet. On va s'intéresser aux chasseurs d'orage. Alors peut-être, et j'ai cru en repérer tout à l'heure, il y en a quelques-uns là, dans la salle, et puis il y en a peut-être d'autres qui ont découvert cette activité à travers les réseaux sociaux, à travers des films, des séries aussi qui sont quand même réguliers, alors très réguliers aux États-Unis, mais de plus en plus aussi ici en France. Je vous propose d'accueillir sur scène Will Yin et Alexis Maillard, chasseurs d'orage. Merci à vous d'être là. Voilà. Je vous laisse vous installer. La scène est à vous. Un beau moment d'échange. Il y aura aussi évidemment une session de questions. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et puis on part sur la route pour traquer les orages avec vous. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Kevin. Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence où, avec mon cher ami Will, on va vous présenter la chasse aux orages dans les grandes lignes, le pourquoi du comment et qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans. Donc, dans un premier temps, on va se poser la question, un petit rappel, un orage, c'est quoi au juste? Définition rapide, un orage, phénomène météorologique qui est déclenché par un conflit de masse d'air, donc on va avoir des masses d'air qui vont avoir des températures et des niveaux d'humidité différentes et qui, poussés par des vents, vont se rencontrer. Et quand toutes les conditions sont réunies, on arrive à la formation d'un orage. Orage dans lequel on va avoir différents phénomènes. En premier, les précipitations, que ce soit de la pluie ou de la grêle. On va du tout petit diamètre, 0,5 mm pour les averses de grésil, par exemple, du mois de mars, jusqu'aux grêlons géants ou les orages les plus puissants. On a également l'activité électrique avec des éclairs intra- ou internuageux, des éclairs qui vont rester au sein du nuage, et les éclairs nuage-sol, les éclairs qui viennent se connecter au sol, les impacts de foudre. Enfin, les phénomènes venteux, rafales descendantes lorsque ce sont des vents linéaires, ou tornades lorsque on a affaire à des phénomènes tourbillonnaires. Vous remarquerez qu'il y a un terme qui n'est pas présent, qui est celui de la mini-tornade, que vous avez certainement tous déjà entendu ou lu dans les médias, pour la simple et bonne raison qu'une mini-tornade, ça n'existe pas. Je profite de cette occasion qui nous est donnée pour vous faire cette petite piqûre de rappel. Le terme mini-tornade est apparu dans les médias il y a une quinzaine d'années, et il sert en fait de mot valise. Il vient qualifier n'importe quel phénomène venteux ayant généré des dégâts, mais sans en connaître réellement la nature. Donc voilà, sachez-le, une mini-tornade, ça n'existe pas. Un petit schéma réalisé par ma nièce de 6 ans sur un orage. Donc on reconnaît la foudre, la pluie, le vent. Et non, en fait, je vous mens, c'est moi qui l'ai fait et ça m'a pris 3 heures. Si on zoome, on se rend compte qu'il y a un petit personnage avec un appareil photo, c'est le fameux chasseur d'orage. La question qu'on va se poser maintenant, c'est comment il a fait pour arriver ici, pour être au bon endroit, au bon moment. Et bien pour cela, il aura fallu qu'il fasse de la prévision orageuse. Le but, c'est de prévoir à l'avance où seront possiblement, où vont se dérouler les orages. Alors dans un premier temps, on va pouvoir accéder à des sites comme Météo France, que vous connaissez tous, pour avoir une idée des prévisions météo de manière générale. Mais ça ne va pas suffire. On va devoir accéder à des données un peu plus précises. Et on peut aller chercher d'autres prévisions, notamment sur le site de Kéronos, Kéronos qui est partenaire du festival. Kéronos qui réalise tous les jours des bulletins liés spécifiquement aux orages. Ils font aussi des bulletins qui vont jusqu'à J+6 de mémoire, ce qui permet d'avoir aussi un petit peu d'avance. Mais encore une fois, ce n'est pas tout à fait suffisant. On va avoir un zonage, mais entre savoir s'il y a de l'orage au sud de Lyon ou entre Mâcon, par exemple, et Tournu, on a besoin d'avoir des données un peu plus précises. Et donc pour aller plus loin, on va s'intéresser aux modèles météo. Alors les modèles météo, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Une petite définition qu'on a essayé de vous faire, c'est une simulation informatique qui a pour objectif de prévoir l'évolution de tout un tas de paramètres de l'atmosphère, que ce soit la température, les vents, l'humidité, à différentes altitudes. Donc on va commencer au niveau du sol et à des altitudes moyennes et hautes altitudes. Le tout à une échéance plus ou moins proche.
Ces modèles, on va en distinguer deux grandes catégories. La première, ce sont les modèles à maille large. C'est des modèles qui sont peu précis. Ils ont une résolution de 25 km, c'est-à-dire qu'ils vont modéliser l'évolution des paramètres sur des carrés de 25 km de côté. Donc, ce n'est pas très précis. L'avantage de ces modèles, en contrepartie, c'est qu'ils ont une longue échéance. On va jusqu'à plus 360 heures, donc ça fait 15 jours. Bien sûr, plus on s'éloigne du jour J, moins la fiabilité est importante. Ça permet surtout de dresser des tendances. Un exemple de modèle qu'on utilise pour ça, c'est le modèle GFS, qui est un modèle américain. Ensuite, nous avons les modèles à maille fine. Ce sont des modèles qui sont très précis, qui ont une résolution de 1,3 km, voire moins pour certains. Ils sont donc du coup très précis. Et la contrepartie, c'est qu'ils ont une échéance très courte, donc plus 51 heures par exemple. Donc on est vraiment sur la prévision très proche pour les orages. Un exemple de modèle qu'on utilise beaucoup, qui est celui de Météo France, qui s'appelle Arome. On va vous prendre un exemple pour vous illustrer tout ça avec un épisode orageux qui a eu lieu le 13 août 2023. Bon, déjà, bonjour à tout le monde. Hein. Donc, la première chose qu'on fait, en tout cas qu'on fait souvent, c'est qu'effectivement, on va sur le site Kéronos le matin. Ça nous donne une tendance générale de ce qui pourrait se passer. Et donc, le 13 août 2023, si on regarde un petit peu ce qui était modélisé, là, on voit que ça a modélisé, en gros, dans le premier paragraphe, une possibilité de supercellule dans cet axe, qui est ici orange ou vert, là-bas, qui donne plutôt l'activité foudre, la deuxième carte, l'activité foudre potentielle. Et là, on voyait qu'il y avait des vents susceptibles de dépasser 90 km/h. Donc, à partir de là, on a une grande localisation. Donc, on va plutôt aller se positionner dans cette zone. Et donc, on continue la prévision en étudiant les modèles. Donc, vous avez ici sur la gauche le modèle Arome de Météo France qu'on va ici regarder sur le site Météo Ciel, qui est un site gratuit où tout le monde peut accéder. Donc, le modèle, à quoi ça ressemble? C'est une carte sur laquelle vous allez avoir les différents paramètres qui vont s'afficher. En haut, surligné, vous avez quelques-uns des paramètres importants qu'on va regarder pour réaliser notre propre prévision orageuse. Donc, en premier lieu, les précipitations. Ensuite, nous allons avoir les vents au niveau du sol, très important pour essayer de repérer ces zones de conflit de masse d'air. Vous avez également la CAPE, qui est l'énergie potentielle qui pourrait alimenter ces orages. Et sur la droite, vous allez avoir une animation qui est celle des précipitations modélisées par le modèle Arome le matin du 13 août sur les données qui étaient dispo à 6 heures du matin. Donc on voit que les orages sont censés prendre dans la Loire, remonter ensuite sur le Rhône et passer sur la Saône-et-Loire et ensuite se diriger vers le Jura. Donc ça, c'était la carte du modèle, le 0Z, donc qu'on a à 6 heures du matin. Et ensuite, au fur et à mesure de la journée, évidemment, les modèles vont essayer de s'affiner, vont s'affiner un peu informatiquement. Et donc, on va avoir un deuxième modèle, ça c'est le 6Z, c'est celui qui sort vers midi à peu près, où là, on retrouve à peu près ce même zonage, même si on voit que sur la Saône-et-Loire, apparemment, c'était un peu moins violent au niveau des modèles. Mais bon, la tendance reste la même, ça prend dans la Loire, ça remonte sur le Rhône, ça remonte sur la Saône-et-Loire et ça se dirige vers le Jura. Donc sur les deux modèles qu'on a eu à midi et celui qu'on a eu à 6 heures du matin, en gros, on a la même chose. Et donc on est dans la corrélation par rapport à ce qu'on avait vu avant sur les cartes Kéronos, c'est-à-dire on est exactement dans ce zonage. Donc pour l'instant, tout va bien. On est pas mal. Et donc, juste pour ajouter un petit détail, c'est que ces données sont mises à jour régulièrement, toutes les 6 à 3 heures, sur chacun des différents modèles. Et on a même certains modèles aujourd'hui qui se mettent à jour toutes les heures. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un gros travail en amont d'étude des cartes où on va essayer de croiser les différents paramètres, les comparer les différents modèles entre eux. Ce travail, il faut le faire à peu près toutes les 3 heures. Et donc, vous aurez aussi, juste après cette conférence, vous aurez une autre conférence justement qui parlera des outils pour la prévision orageuse. Donc ça, ils vont aller beaucoup plus en profondeur sur ce thème. Alors, le matériel. Eh bien, la première chose, un appareil photo, évidemment. Caméra, pour ceux qui filment. Le trépied, primordial, parce que nos photos sont prises en pose longue, de toute façon, même quand on prend des photos la journée.
à un 20e de seconde ou un 30e ou un 10e de seconde, c'est déjà de la pose longue. Donc si on n'a pas l'appareil photo posé sur un trépied, les photos seront floues. Donc il faut absolument un trépied. Un trépied de bonne qualité, assez lourd, parce qu'évidemment, quand le vent va se lever, la moindre vibration peut donner des flous de bouger. On a évidemment des objectifs. Le mieux, c'est d'avoir des objectifs de très bonne qualité. Évidemment, on aura un meilleur piqué, un meilleur rendu. Alors, c'est un coût, évidemment. C'est un budget. On aura aussi une cellule de déclenchement. Alors là, il y a les deux modèles. Il y a celle qui est sortie, qu'a fabriqué Gilles Krebs. C'est celle qui est à gauche, là. Et la nouvelle cellule de Walt, ce qu'on appelle la Walt, nous, de Walter Laroche-Séchia, qui est de Saône-et-Loire, qui est dans notre secteur, et qui nous fabrique depuis 2010 des cellules. Alors là, on en est à la version 6, qui est sortie là il y a très 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 peu de temps. Et à mon avis, il y a un stand. Ouais, voilà, je ne l'ai pas vu encore. Mais donc, il y a un stand où vous allez pouvoir disserter avec Walter sur cette cellule qui nous sauve la vie, on va dire, et qui nous sauve la vie de nos boîtiers aussi. Parce qu'à l'époque, avant qu'on ait ces cellules, il fallait laisser le doigt appuyé sur l'appareil photo et pour essayer d'avoir quelques éclairs en journée, moi, il m'est arrivé sur une heure, par exemple, de faire 1000 photos. Donc, vous imaginez bien que les déclencheurs du D70 ou du D90 à l'époque, ils n'ont pas fait long feu. Et là, le taux de réussite, bien sûr, est bien plus élevé. Et franchement, moi, j'utilise celle de Walt depuis 2010 et toutes les versions qu'il a sorties se sont améliorées, elles sont devenues meilleures à chaque fois. Et la toute dernière est encore mieux parce qu'elle a été réduite en taille. Et donc, c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir viser. Voilà. Et enfin, on n'oubliera pas surtout du café, encore du café, toujours du café, parce que la journée va être très longue et la nuit aussi. Et éventuellement, si des chaussettes sèches. Je ne parle que des chaussettes. Rien de pire que de rentrer 3 heures de route avec les chaussettes et les chaussures trempées. Il y a une chose qu'on n'a pas dite là, mais en fait qui est très importante, c'est une frontale. Une frontale, c'est obligatoire pour la nuit, pour avoir les mains libres, etc., pour pouvoir trifouiller l'appareil photo sans sans être embêté. Donc la frontale est absolument primordiale. Et puis surtout, quelquefois, on va dans les replacements, on va dans des chemins et tout ça. Donc si on n'a pas la frontale, quelquefois on est en bord de falaise. Sur certains spots, c'est aussi un élément de sécurité, bien sûr. Alors, on a fait notre prévision orageuse, on a préparé notre matériel et notre café. On va ensuite maintenant aller sur le terrain. Encore faut-il le connaître. Rien de pire que de prendre sa voiture, d'aller dans la zone où on est censé trouver de l'orage et de se retrouver au milieu d'une forêt ou au milieu de champs de maïs de 2 mètres de haut. Connaître son terrain, ça veut dire enregistrer un certain nombre de points de vue. Et si vous demandez à n'importe quel chasseur d'orage que vous croiserez à quoi ressemble ton application Google Maps, il y a des chances pour que ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est-à-dire des dizaines et des dizaines de points de vue enregistrés qui donnent dans différentes orientations des points de vue plus ou moins en hauteur qui vont offrir des panoramas plus ou moins dégagés avec des éléments de composition pour faire de l'image plus ou moins intéressant. On peut avoir des châteaux, des arbres isolés, que sais-je. Et avoir ce genre de carte et tous ces lieux enregistrés, c'est un gain de temps énorme quand on va sur le terrain. Ça permet aussi de se projeter quand on fait notre prévision orageuse. On va parfois privilégier un secteur plutôt qu'un autre parce qu'il y a éventuellement un risque d'orage devant un panorama qu'on n'aura pas encore réalisé. Si on va un peu plus en détail, chasser l'orage, ça veut dire aussi connaître les schémas récurrents que vont suivre les orages. Alors, dans le Rhône en particulier, j'ai cru entendre tout à l'heure Romain en parler un petit peu, nous avons le premier couloir à orage qui est assez bien connu, qui est entre Saint-Étienne et Lyon et qui passe par la vallée du Gier. Il y en a un deuxième les orages vont prendre dans le secteur de Balbigny, dans la Loire, vont passer du côté de Tarare et vont monter sur Villefranche-sur-Saône. C'est des couloirs qui sont assez récurrents, c'est pas toujours, mais c'est assez récurrent. Et si vous êtes assez attentif, vous remarquerez que ces couloirs à orage, ils se passent entre des zones de relief. Au sud, nous avons le relief du Pilat, au milieu, les monts du Lyonnais, et au nord, les monts du Beaujolais. Il faut savoir que le relief, les cours d'eau, mais aussi les lacs, ont une importance très grande dans la formation et dans le déplacement des orages. Connaître le terrain, connaître ses petites spécificités sur son terrain, ça peut aussi être un gain de temps assez important et ça peut permettre d'anticiper sur certaines situations.
Si on prend un petit peu de recul et qu'on voit un peu plus large, la région Rhône-Alpes et la région Bourgogne sont de manière générale très bien situées dans un couloir à orages, avec des orages qui prennent souvent sur le massif central, qui traversent la région pour ensuite terminer soit dans le massif des Alpes, soit dans le massif du Jura. Ensuite, une fois qu'on est sur le terrain, on sait à peu près où on va, on sait sur quel spot on va, et on va s'intéresser aux outils de suivi pour suivre l'orage en direct. Alors le premier, c'est nos yeux, tout simplement. Savoir lire le ciel, reconnaître les nuages, savoir ce qu'ils indiquent au niveau de l'instabilité du ciel, c'est important. Nous avons également des outils numériques. Le premier d'entre eux est certainement le plus important, c'est celui du radar des précipitations. Alors les radars de précipitation, on en a une trentaine en France. Ils appartiennent à Météo France, ils couvrent l'ensemble du territoire. Dans le Rhône, on en a un qui est installé à Saint-Nizier-d'Azergues, dans le Haut-Beaujolais. Et ces radars détectent les précipitations, que ce soit des précipitations d'eau, de la grêle ou même de la neige. Ce qu'on voit ici, c'est une animation toute récente, puisque c'était samedi dernier, dans la soirée de samedi à dimanche, des orages qui ont pris naissance dans la plaine de la Bresse entre Mâcon et Bourg-en-Bresse et qui sont remontés au nord de la Saône-et-Loire entre Chalon-sur-Saône et Beaune. Donc bien sûr, plus vous avez l'échelle en bas, plus les précipitations sont intenses, plus le radar va virer au rouge, voire au violet. Deuxième outil dont on se sert beaucoup, c'est celui du réseau de détection de foudre. L'animation que vous voyez à droite, c'est l'animation en direct de ce qui se passait sur les coups de 23 heures, sur cet orage qui remontait sur Beaune. L'image vient ici du site Blitzertung, qui est un réseau associatif allemand qui dispose de centaines de stations disséminées chez des particuliers sur l'ensemble du territoire européen, mais même au-delà, il y en a même dans le monde entier. Et ça nous permet d'avoir des données en direct sur l'activité électrique. Enfin, on va aussi se servir des données des stations météo qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. Ici affichées sur le site de Kéronos. Alors ces données, elles peuvent provenir du réseau de stations de Météo France, des réseaux, je pense, associatifs à l'association Infoclimat, qui a aussi tout un réseau de stations. Et ça nous permet du coup de connaître l'état réel des différentes couches de l'atmosphère au moment où on est sur le terrain. À gauche, vous avez par exemple une carte des températures au niveau du sol et à droite, une carte des vents en altitude. Ce qui va être particulièrement intéressant avec ces données, c'est de les comparer à ce qui était prévu par les modèles, savoir si on est bien sur le scénario qui était prévu, ou s'il y a éventuellement un autre secteur qui apparaît plus propice, et ça peut permettre d'anticiper un replacement ou même un placement initial meilleur. Eh ben, on est sur le terrain, on a notre matos, on sait où on va, on a nos données en direct. On va se poser la question de quelle stratégie on va aborder par rapport à l'orage. Alors, on a le choix entre chasse dynamique ou chasse statique. Alors, la chasse dynamique, ça va être rester au plus près de l'orage, donc ça veut dire des replacements constants. Mais le problème, c'est qu'on peut avoir des difficultés de circulation, évidemment, et aussi une visibilité aléatoire, parce que quelquefois, l'orage, il passe au milieu d'endroits très boisés, plats, enfin, c'est une horreur. La plaine de la Bresse, par exemple, entre, on va dire, Tournu et le Jura, c'est juste une horreur, c'est un no man's land pour les orages, c'est interdit. Sinon, du coup, on peut aussi privilégier la chasse statique. Alors la chasse statique, ça veut dire quoi? Ça veut dire être sur un spot, privilégier un point de vue. Ça veut dire aussi qu'on va plutôt chercher un intérêt esthétique parce qu'on connaît les spots, donc on sait quelle composition on va pouvoir avoir, quel rendu. Le problème, c'est que comme on est statique, il faut vraiment que l'orage nous passe dessus, qu'on ait absolument bien visé le secteur. Et du coup, le replacement peut être compromis parce qu'il y a certains spots, je pense notamment à certains spots un peu en montagne, où pour les rejoindre, il faut une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est impossible d'aller se replacer, évidemment. Donc là, c'est deux stratégies différentes. Donc, un exemple, l'exemple du 13 août. On va revenir sur cet exemple, parce que je l'ai vécu, évidemment. Donc, ici, on a deux cartes. On a
le modèle qu'on a présenté tout à l'heure, et donc je vous disais tout à l'heure que il y avait de grandes chances que des orages se produisent à cet endroit-là. Et à droite, on a ce qui s'est passé en direct. Et donc on a le modèle, le 0Z, celui qui est sorti à 6 h du matin, et ce qui s'est passé en direct. Et là, on voit qu'il y a une corrélation parfaite. C'est-à-dire que le modèle a vu juste du début à la fin, avec un démarrage des orages donc, dans la Loire, ça remonte, comme je disais, sur le Rhône. Et donc là, on a une deuxième carte, c'est exactement la même chose, mais avec cette fois-ci les impacts de foudre. Et alors, on voit que dans cette zone, donc l'orage prend dans la Loire, il remonte sur le Rhône, il explose littéralement au milieu de la Saône-et-Loire, sur le secteur de Cluny, où il a produit une rafale descendante avec des vents à plus de 180 km/h, qui a fait des gros dégâts dans le secteur. Et ensuite, l'orage a décalé, et il s'est décalé vers le Jura. Et moi, j'avais pris cette option. C'est-à-dire que les orages en Saône-et-Loire, comme c'est mon secteur, bon, j'en ai fait des dizaines et des dizaines, et l'orage est arrivé aux alentours de Cluny vers 19 h, on va dire, 19 h 30. Donc, c'est-à-dire, il faisait encore clair. Donc, j'ai pris une autre option. Je me suis dit, je vais aller dans le Jura, je vais aller en face. J'espère que l'orage viendra jusque moi, qu'il tiendra, pour essayer d'avoir un coucher de soleil, avoir une autre ambiance. Donc, eh bien, bonne pioche, hein, ce jour-là, c'était parfait. Donc là, je suis sur un spot à Arlay, c'est dans le Jura, au nord de Lons-le-Saunier. Et l'orage, complètement dévié, en fait, en arrivant sur Cluny, il a pris un caractère supercellulaire. Au départ, quand je regardais le radar, je dis mais on est trop loin, on va se faire avoir. L'orage, en fait, partait plus vers Chalon-sur-Saône. Et en fait, comme il a dévié, qu'il a pris un aspect supercellulaire, il a dévié vers l'est. Et du coup, il est arrivé pile poil à l'endroit qu'on avait visé. Et donc là, merci. Alors, chasser l'orage, on va aussi aborder la question du danger et de la sécurité. Le premier danger auquel souvent on pense et auquel souvent on nous pose la question, c'est celui du danger lié au foudroiement. Mais de notre expérience, on peut vous dire que le premier danger, c'est la route. Pourquoi ? Parce qu'on va rouler dans des conditions de visibilité parfois très, très, très difficiles. On peut être confronté à des chutes de branches, des chutes d'arbres sous les rafales de vent violents. On peut avoir des murets qui s'effondrent sur la route. On peut avoir des coulées de boue aussi. Notre concentration est mise à rude épreuve parce que lorsqu'on est face à un orage, on a plus souvent tendance à regarder ce qui se passe dans le ciel ou sur la carte du radar météo qu'on a sur le tableau de bord plutôt que la route. Et une erreur de trajectoire est très vite arrivée. Et enfin, et surtout, la fatigue. Quand vous terminez votre chasse aux orages à 4 h du matin, qu'il vous reste encore 3 heures de route pour rentrer chez vous, je peux vous dire que le risque d'endormissement sur la route, il vous guette au moindre instant, surtout sur autoroute. Et c'est vraiment quelque chose auquel il faut qu'on soit très, très, très attentif. Donc du café et encore du café, hein, vous vous souvenez, hein. Voilà, donc un petit exemple. Bon. On ne fera pas de commentaires sur l'attitude de cette personne que, perso, je ne reconnais pas. Il n'y a pas la casquette, c'est pour ça. Il n'y a pas la casquette, c'est pour ça. Donc là, pour vous resituer, on est en 2022, il doit être 3 h du matin. On est parti dans la Haute-Marne, on se replace, on redescend en Côte d'Or. On est déjà bien énervé, on a fait des belles photos. Et on roule un petit peu vite. Et en fait, au détour d'un virage, on a un arbre qui est tombé sur la route. Et heureusement, les freins étaient en bon état. Ouais, les pneus aussi, c'est important. On va revenir aussi, malgré tout, sur le risque de foudroiement. Donc, le risque de foudroiement, on va faire... comment dirais-je ? Il n'y a pas eu de chasseurs d'orage foudroyés, à ma connaissance, en tout cas en France. Moi, je chasse les orages dans le secteur depuis 2007-2008, je n'ai pas entendu qu'il y a eu des accidents en France. Tant mieux, hein ? Mais le risque est quand même réel. Donc, le véhicule, c'est l'abri le plus sûr, parce que ça va faire office de cage de Faraday. Vous avez un exemple dehors, j'espère que vous irez voir, avec la bobine Tesla. La voiture, c'est le meilleur abri quand on est à l'extérieur, en fait. Parce que la foudre va passer par la carrosserie et va repartir par le sol, dans le sol. Par contre, si vous n'avez pas la voiture juste à côté, il ne faut surtout pas courir. Ne pas courir pour éviter la tension de pas.
Donc le but, c'est de se mettre un peu en boule comme ça sur la pointe des pieds. Vous vous accroupissez et vous attendez que ça passe. Là, vous allez juste être mouillé. Hein. Il vaut mieux être mouillé que mort, hein, évidemment. Ça va sécher. Hein. Et vous avez tous certainement eu déjà surtout le conseil, et même plus que ça, de ne pas vous abriter sous un arbre en cas d'orage. On va vous montrer pourquoi. Voilà, ne jamais faire ça. On n'arrête pas de le répéter. Nous, en étant sur le terrain, on a tous plus ou moins des photos où on voit des allumages d'arbres. Des arbres qui se font foudroyer, on voit la colonne à travers l'arbre. Et le problème, c'est que quand c'est juste un arbre qui s'allume, c'est très bien. Par contre, là, ça a explosé carrément. Il faut se dire que ce que vous avez là, le tronc à gauche, c'est un séquoia qui avait 300 ans. Et donc, qui faisait à peu près 40 mètres de haut. Dans un village qui est juste à côté de Tournu, donc je connais très bien. Et moi, j'étais sur le terrain ce jour-là. C'était au mois de mars, c'était le premier orage de la saison au mois de mars. Et sur ma droite, j'étais à Tournu, donc j'ai vu sur la droite tomber l'éclair, un truc ultra lumineux, un gros positif, un truc ultra violent, qui a littéralement pulvérisé l'arbre jusqu'à la base, en projetant dans le village des branches, parfois, à mon avis, de plusieurs tonnes, évidemment, jusqu'à 200-300 mètres sur les maisons environnantes. Donc vous imaginez que si vous êtes à côté de cet arbre au moment où ça arrive, avec le blast, et même les branches, en fait, enfin, la quantité de bois qui peut vous arriver dessus, enfin, c'est pas possible. Donc ne vous mettez jamais sous un arbre. Jamais. On va maintenant vous montrer le résultat, quelques photos, l'orage en images. On commence avec... Donc, écoutez, vous voyez, magnifique photo. Hein. Ma plus belle photo de foudre. Une visibilité parfaite, là encore mieux. L'année dernière, un orage fantastique dans le Jura. Celle-là, mon plus bel impact aussi. Alors, il faut savoir, pour la petite histoire, là, vous avez compris qu'on était en train de vous montrer des fakes. Tiens, remets-le, s'il te plaît. Voilà. Pour vous donner une idée, quelquefois, on a vraiment la rage. 30 secondes avant, j'étais parfaitement cadré. Il y avait une petite route qui descendait. Et en fait, cet éclair a tapé le pylône électrique qui était au bout de la route. J'ai vu le plus beau power flash de ma vie. Ça a fait une gerbe d'étincelles vertes. Et moi, j'ai vu ça. Je vous jure, j'en ai limite pleuré. Vraiment. Pourtant, il ne faut pas grand-chose. Mais non, c'était terrible. Et le jour où on a failli finir un petit peu trop grillé, un impact de foudre qui doit tomber 15 mètres dans notre dos ce jour-là. Donc, vous aurez vu, ces photos sont en réalité pas terribles. La réalité, c'est que quand on va sur le terrain, on revient plus avec ce genre de choses que les très belles images que vous verrez pendant l'exposition. Donc cette photo-là, je vous disais qu'elle n'était pas terrible. Mais gardez-la en tête. Gardez-la en tête. La réalité de la photo d'orage, c'est que c'est beaucoup d'échecs. Il y a plus d'échecs que de réussites. Et donc, pour chasser l'orage, il faut faire preuve de patience, de persévérance et même au-delà d'obstination. S'il faut vraiment jamais lâcher le morceau. Un dernier paramètre qu'on ne maîtrise absolument pas, malheureusement, c'est celui de la chance. On est tous assez inégaux par rapport à la chance. Bon, maintenant qu'on vous a dit ça, on va quand même vous montrer quelques images quand tous ces paramètres sont réunis. La photo que je vous ai montrée juste avant, là, je vous dis que c'était pas terrible, la lumière était un peu dégueulasse, et encore j'avais post-traité la photo pour redonner un peu de contraste, parce que c'était très brumeux. Bon, je me suis dit, c'est mort, c'était un dimanche après-midi, au mois d'août, à 15 km de Tournu. Mais je suis resté sur le spot, parce que je voyais quand même de la foudre un peu sortir au loin, je dis, bon, ça va peut-être s'éclaircir, etc. Et ça, en fait, c'est 20 minutes plus tard. L'orage, en fait, est arrivé pile poil devant moi, et il a pris un caractère supercellulaire, il est rentré en rotation, on voit bien le nuage mûr, là. Et il a commencé à lâcher des éclairs ramifiés, mais là, je suis en ultra grand angle. Hein. Donc là, ça tombe peut-être à 500 mètres devant, hein, pas plus. Et là, il est 3h30 de l'après-midi. Il faisait tellement sombre que j'ai pu descendre le temps de pause et pouvoir capter toutes ces ramifications, un peu comme une photo de nuit, en fait. Et ça, je pense que c'est une de mes plus belles photos diurnes. Alors, cet orage... c'est le 21 juin 2022. Vous avez certainement entendu parler d'un orage très violent qui était passé sur le secteur de Digoin et Paray-le-Monial.
il y a 2 ans, là, 3 ans, et qui avait fait d'énormes dégâts grêligènes, venteux, etc. Parce qu'il y avait une rafale descendante très très puissante qui avait tout laminé. Et nous, moi, j'étais encore au travail, donc je suis allé capter, sur la trajectoire de cet orage, 3 quarts d'heure plus tard, donc il était 17h30, 18h, au moment où il est arrivé sur le Clunisois, sur le secteur de Cluny, au nord de Cluny. Et donc la structure était encore fantastique. Il y avait encore énormément de grêle dans toute cette partie-là. Et là, on voit très bien le nuage mûr qui descendrait vraiment super bas. On était vraiment à 2 doigts de la tornade. Et l'orage faisait encore des dégâts à ce moment-là sur le secteur de Thésée, Cormatin, etc. Et ensuite, il est remonté vers Tournu et puis il s'est éteint en allant vers le Jura. Donc là, c'est une photo qui a été prise dans le Rhône, depuis les Monts d'Or, en direction des Monts du Lyonnais. Voilà. Les impacts de foudre tombent dans le secteur de Marcy-l'Étoile. Voilà, donc ça c'est pareil, vous voyez, c'est le genre de photo, c'est un peu le Graal, en quelque sorte, de ce qu'on recherche. Une photo avec un beau paysage et puis des éclairs ramifiés qui tombent par grappes. Et là, vous voyez, il y avait les lumières qui commençaient à être allumées dans les villes et les villages, au loin, pardon. Donc il faisait beaucoup plus sombre que ça, donc là c'est pareil, on a pu mettre un temps de pause un peu plus lent pour pouvoir capter les éclairs. En réalité, la photo est beaucoup plus sombre. Après que le post-traitement, on fait ressortir les ombres, etc., pour avoir le rendu qu'on espère. Et ça, je ne suis pas loin de penser que c'est ma plus belle photo de foudre à l'heure actuelle. Elle date de juillet 2023. Alors tout à l'heure, on parlait de chance, d'obstination. Il faut savoir qu'on était sur ce spot dans le Mâconnais depuis à peu près 16-17 heures, parce que ça modélisait des orages toute la soirée à cet endroit-là. Donc on s'est dit, on va rester là. Il y avait d'autres copains qui nous avaient rejoints. Et on avait déjà pris une première supercellule dans la soirée, mais bon, une supercellule, c'est beaucoup de flash et quand même au final très peu de foudre, donc un peu frustrant. Ensuite, on avait pris un autre orage, mais c'était que des spiders, enfin des intra et des internuageux, et pareil, très très peu de foudre au sol. Donc on est resté là pendant plusieurs heures, pour au final, alors on a eu de l'orage certes, mais ce n'était pas ce qu'on avait espéré au niveau esthétisme. Et les copains, il était minuit et quart, on en avait un peu marre parce qu'on était là, je vous dis, depuis des heures, et puis c'était pas passé grand-chose. Eux, ils travaillaient le lendemain, ils disent, bon allez, c'est bon, on se casse, littéralement. On s'en va, ras-le-bol, on rentre vers Lyon. Moi, je suis resté là parce que dans mon idée, c'était peut-être de descendre un peu plus bas pour la nuit. Il y avait des trucs un peu modélisés en Ardèche. Ouais. Et donc voilà, et j'ai fait cette photo. J'étais tout seul sur le spot, ils venaient de repartir, les copains étaient sur l'autoroute, donc ils ont vu sortir tous ces éclairs. Ils avaient bien les boules. Et moi, par contre, j'ai fait une série pendant 10 minutes, ça tombait par grappe, entre 5 et 10 km de vent. Quoi. Les conditions parfaites, j'avais pas une goutte d'eau sur moi. Autre histoire de chance. Juin 2021, journée qui avait commencé orageuse dans le Beaujolais. On remonte dans le vignoble de Chardonnay, qui donne son nom au cépage bien connu du vin blanc. Et une histoire de chance, c'est que vous voyez à droite de l'image des pluies qui remontent du sud-ouest de la Saône-et-Loire. Et j'avais observé au-dessus de notre tête un fin rideau qui commençait à apparaître. Et je décide de cadrer un peu plus à gauche et d'élargir pour cadrer un peu plus large. Quelques secondes après, il y a cet impact qui tombe. Alors, il y a un petit effet d'optique, il ne tombe pas sur le poteau de vigne à 3 mètres devant. En fait, il tombe en contrebas dans le village de Chardonnay à quelque chose comme 700 mètres, quelque chose comme ça. Ce jour-là, oui, il était resté à cadrer beaucoup plus à droite et du coup... Ferme-la. Voilà. Ça, c'est ce qu'on dit habituellement. Hein. Alors, autre orage intéressant qui est pris une nouvelle fois du même point de vue avec le triple impact de foudre tout à l'heure, donc depuis le Mont Verdun en direction des Monts du Lyonnais. Donc ce que vous avez ici, c'est une supercellule. Alors la supercellule, c'est un mot que vous allez entendre souvent. C'est un orage particulier qui rentre en rotation. Alors, c'est pas forcément évident comme ça de se rendre compte l'orage qui tourne. Donc pour ça, rien de mieux qu'une petite animation. Donc prêtez attention à la colonne convective sur la partie droite de l'orage et vous vous rendez compte qu'il y a une rotation qui s'effectue à cause du cisaillement des vents. Donc les vents à différentes altitudes ne vont pas dans les mêmes directions et comme vos doigts qui font tourner une toupie vont dans direction opposée, les vents font tourner l'orage.
Rendons à César ce qui appartient à César. Ce timelapse a été réalisé par notre ami Gilles Duperron, qui est un des grands pionniers de la chasse aux orages en France depuis plus de 30 ans. Si, tu as commencé à l'Argentique quand même, t'es vieux. Gilles Duperron, humoriste. Une autre image, alors celle-ci a été réalisée en août 2022 et c'était quelques heures avant que l'arbre ne soit sur la route dans notre placement. Un orage naissant avec un très fin rideau de pluie et qui lâchait des grappes d'éclairs ramifiés assez chouettes. Et je terminerai avec cette image, certainement ma plus belle réalisation, en Italie, août 2022, la toute première fois que je descends en Italie pour photographier les orages et la foudre. Bon, je dois dire que j'ai été plutôt gâté ce soir-là. Si vous voulez approfondir un petit peu le sujet, alors bien sûr, vous avez toutes les conférences qui restent à venir. On vous invite aussi à aller sur le site chasseurorage.com où vous retrouverez différents dossiers très bien réalisés par des chasseurs qui sont présents aujourd'hui sur le festival. Maxime Daviron, Tristan Bergen, Christophe Asselin. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. On espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Merci à l'équipe du festival et merci à toi, mon cher Will. Et merci à toi pour l'invite. Donc là, il nous reste à peu près 2 minutes 30, si j'ai bien compris, hein, parce qu'on a un timer en fait, là c'est bien foutu ici. Hein. Donc il va falloir faire concis pour les questions. Donc s'il y a des questions, est-ce qu'on peut éclairer? Il y a un micro qu'on va vous faire passer. Ah, ici au milieu là. Attends, on va te donner un micro. Et pas trop compliqué parce que... Non, attends. On nous a dit qu'il faut attendre qu'ils aient un micro, alors on attend si tu veux. Nous, on est sages, on écoute les consignes, on respecte les règles. Surtout celles de la route. À supposer qu'il y ait une très belle cellule et qu'on ait le luxe de pouvoir choisir le placement par rapport à la trajectoire prévue, est-ce qu'il vaut mieux être sur la droite ou sur la gauche? Surtout si c'est une super cellule qui est en rotation, ça peut... Alors, si c'est une super cellule, mais même généralement de manière générale, avec un flux classique d'orage qui se déplace du sud-ouest vers le nord-est, on a tendance à dire que le plus intéressant, c'est d'être sur la pointe plutôt sud de l'orage pour être en dehors des précipitations, parce que bien sûr, quand il commence à dracher devant, on va rentrer le matériel, parce que le but, c'est pas de noyer le tout. Il faut rester au sec tout en étant le plus proche de l'orage. Bien souvent, c'est sur la pointe sud-est de l'orage que c'est le plus intéressant de se placer. Okay. C'est là, en général, qu'on voit mieux le mésocyclone, puisqu'on est en dehors des précipes. D'accord. Merci. Là, derrière. Ouais. Est-ce que vous travaillez surtout avec l'intervallomètre ou vous faites des pauses manuelles? Alors nous, on n'est pas l'intervallomètre, on est soit avec la cellule de détection dont je vous ai parlé tout à l'heure pour les orages diurnes, ou pause longue classique avec la télécommande. Alors, je vais préciser un truc. J'ai souvent entendu parler d'intervallomètre. En fait, de nuit, on n'a pas besoin d'intervallomètre. On laisse l'appareil en mode rafale. On met notre temps de pause qui va varier entre 10 et 30 secondes. Et avec la télécommande branchée, on verrouille la télécommande. Le déclencheur reste appuyé. Et en fait, l'appareil va faire une rafale de pauses lentes. Donc, en fait, les pauses de 10 secondes vont s'enchaîner les unes à la suite des autres. Si jamais on souhaite changer un réglage, vérifier une photo, il suffit de désactiver la télécommande. À ce moment-là, la pause se termine, on peut aller voir. Mais du coup, il n'y a pas besoin de s'embêter à régler un intervallomètre. Écoutez, il va falloir qu'on laisse la place à nos amis, là, qui vont vous parler des orages dans le secteur aussi. Et donc, merci à vous. On espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Et merci à vous. Un petit mot évidemment pour vous remercier. C'est vrai que je pense que ce qu'on retiendra de votre conférence, c'est aussi votre complicité. Beaucoup de complicité dans vos échanges. Nous sommes un vieux couple orageux. Voilà, c'est ça. Tu te calmes. On peut vous retrouver comment sur les réseaux sociaux? Parce que c'est le moment aussi de faire une petite pub. Principalement sur Instagram en ce qui me concerne, et j'ai aussi un site internet, mais pour avoir de l'actu un peu en direct. Donc Alexis Maillard sur Instagram. Et Willien Willien Photographie, j'ai un site internet aussi, Photographie KY, ça fait un peu anglais, ouais, ça fait cool. Mais non, voilà, Instagram, Facebook, je mets beaucoup de choses sur Facebook, moi, par contre. Je détaille plus, je fais des petits récits à chaque fois. Donc voilà. Il est un peu plus âgé. Non, je sais mieux écrire. Non, mais franchement, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on se le disait en coulisses, quelle complicité entre vous deux. Non, mais on rigole. Hein, merci d'être venu. Ouais. Merci à vous. Merci à vous.